Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de presse en lieu et place de son présentateur attitré, Aimé Robert Bina, qui jouit de son congé annuel. Scène de presse est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Scène de presse, c'est le choc des idées toujours et le poids des arguments à coup sûr. À la une de ce 397e numéro, elle s'appelle Julie Franklin Tchege. Elle est la plus belle fille du Cameroun. La jeune chef d'entreprise de 24 ans a été choisie parmi les 25 candidates en course pour la couronne. C'était ce samedi au Palais des Congrès de Yaoundé. Après le couronnement de la reine, what next? La question est sur la table du débat ce soir. CAN féminine, novembre 2016 au Cameroun, le satisfait chic des émissaires de la Confédération africaine de football. Pour la délégation conduite par Léodégard Tenga, le Cameroun est prêt pour la compétition. Les infrastructures sportives et hôtelières sont en phase avec le cahier de charges que la CAF a assigné au Cameroun, mais les acteurs concernés peuvent-ils dormir tranquilles? Scène de presse s'interroge. Un étudiant, un ordinateur. Ainsi en a décidé le président de la République. Mercredi dernier, le chef de l'État a signé un décret d'habilitation en vue de la mise en œuvre du programme e-National Higher Education. Le programme prévoit la distribution de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités publiques et privées et la création de 8 centres de développement du numérique universitaire. Coût du projet, 75 milliards de francs CFA. L'opportunité, la pertinence et le déroulé du projet sur la table du débat de Scène de presse. Scène de presse, c'est aussi vos rubriques habituelles. La revue de presse de Daniel Menanga en posture d'invité. André-Marie Afouba, vice-président du comité national de suivi de l'exécution du budget d'investissement public pour une évaluation du BIP 2016 à mi-parcours. Le portrait de la semaine que signe Monique Félicité Tuen, les unes du lundi avec Agnès Solange Abessolo. Mais avant, je vous suggère de découvrir nos invités du soir, mis en scène par Christelle Avoum. Georges-Alain Boyomo est rédacteur en chef du célèbre quotidien Mutation. Lauréat de la 31e promotion de journaliste de l'ESTIC, l'éditorialiste a souvent griffonné dans les colonnes du Messager et prêté sa voix à Radio Campus. Président du Club des journalistes politiques du Cameroun, il tient des cafés politiques avec les leaders du régime en place et son opposition. D'ailleurs, il a assuré la couverture de toutes les élections législatives, sénatoriales et présidentielles. À l'international, ce globetrotter reste passionné des relations Chine-Afrique. Accueillons à présent le plus sportif de tous les journalistes, le DP du quotidien L'Actu, Emmanuel Gustave Samnik. Puisqu'il s'agit de lui, il est journaliste issu de la QV 93 de l'ESTIC. À sa sortie, il est intégré au MINCOM au sein de la direction des observatoires de la réglementation. Pigiste au journal Le Messager, reporter et chef de la rubrique sport de l'hebdo Génération en 1994, de Challenge Hebdo à Cameroun Football Magazine, via Mutation, Situation et Ndamba, ESG, comme l'appellent ses confrères, a baladé sa plume dans toutes les colonnes spécialisées en sport au Cameroun et ailleurs. D'ailleurs, le grand reporter est chroniqueur pour les magazines Notre Afrique et par ailleurs le représentant zone CEMAC du trimestriel Africa 24 Magazine. Pour avoir couvert 3 Coupes du Monde et 9 Coupes d'Afrique des Nations, Emmanuel Gustave Samnik est donc notre journaliste espère ce soir. Que les couleurs chatoyantes de son tailleur bien coupé, son sourire enjoliveur ne vous trompent pas. Ingrid Amougou est la dame forte du comité d'organisation Miss Cameroun, et ce depuis 15 ans. Pour la diplômée en analyse et programmation de l'université de Cambridge à Londres, être une lady implique être en bonne forme physique et en avoir dans la tête. D'ailleurs, la lady a joué au handball dans le Tonnerre Kalara Club et au football au Canon de Yaoundé. Celle que les Miss appellent affectueusement mère marraine est aussi consultante pour d'autres comités de Miss en Afrique, notamment en Guinée équatoriale et en Côte d'Ivoire. Avez-vous déjà rencontré un sémioticien de la communication? Je vous présente Jean-Paul Mbia, chef service de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur. Le journaliste est aussi enseignant et chercheur à l'université de Yaoundé 2 en sciences politiques.
Auteur de plusieurs articles scientifiques, l'écrivain a publié en 2011 « La République au village entre logique locale et la dynamique locale ». D'ailleurs, il garde en gestation avec le professeur Issa Saïbou un ouvrage sur la gouvernance universitaire. Il est la personne la mieux autorisée pour nous parler du don d'ordinateur au COPS. Edith Virginie Mbok est chef-service d'antenne et droit d'auteur à la CRTV FM 94. Journaliste au service des sports depuis 14 ans, cette ancienne internationale de volley a participé à des championnats de clubs en Algérie, Égypte et Tunisie. Elle a joué pour des formations telles que le Volley Club de la Sonnelle, la FAP et la CNPS et aussi quelques sélections en équipe nationale. Alors qu'elle obtient son master en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1 en 2000, elle décide de suivre une formation en animation au CFTA d'Econou. Puis, elle retourne à l'ESTIC en 2006 pour une formation complémentaire en management info et documentation en entreprise. Cette expert des Coupes du Cameroun et des championnats locaux sera l'autre touche féminine sur le plateau. Enfin, Alain Amasuka est le chef service de la cellule de communication du ministère de l'Agriculture. Issu de la 32e promotion de l'ESTIC, il entretient un rapport très étroit avec les jeunes, tant il a été le producteur de l'émission Campus Jeunes pendant 7 ans. Ce spécialiste en communication organisationnelle a été directeur de l'information et présentateur d'une émission de débat radiophonique à Magic FM. De l'ENA de Paris, il suit une formation en communication et diplomatie. Place à Monsieur Thermopresse pour nous vendre le rêve de l'agriculture. Merci Christelle. Nos invités répondent tous présents et place nette donc à la première une de scène de presse. Comme je vous le disais à l'entame de cette émission, elle s'appelle Julie Franklin Tchegue. Elle est la plus belle fille du Cameroun et cette chef d'entreprise a été choisie parmi 25 candidates hier au Palais des Congrès de Yaoundé. Alors, Madame la Présidente du Comica, comment on se sent après l'organisation d'un tel événement? On se sent un peu fatigué, mais satisfait après avoir offert un très beau spectacle aux Camerounais, après avoir réussi à avoir tout ce monde qu'on a eu au Palais de Congrès hier, après avoir fait en sorte que les Camerounais soient fiers de leur Miss, on se sent satisfait. Alors, c'était la candidate de votre cœur, vous pensez à elle ou à quelqu'un d'autre? C'est vrai que j'avais 3 candidates, mais en général, on fait confiance au jury. Alors, elle était quand même parmi les 3 candidates. Alors, Edith Virginie, dites-nous, une cérémonie comme celle-là, vous êtes une dame, quel regard jetez-vous sur ce type de compétition? Ben, je dirais déjà que c'est... merci déjà. Et je dirais que c'est quelque chose de particulier. Particulier parce que nous avons en face de nous des très belles filles qui sont en plus très jeunes et qui prétendent, n'est-ce pas, donner au Cameroun tout ce qu'il a, pas au Cameroun, mais au monde entier, tout ce que le Cameroun a de bien, de mieux. Et quand on revient donc avec, je crois qu'il y avait comme invité spécial la Miss France 2015, elle a eu à échanger avec toutes ces jeunes filles. Je pense qu'il y a quelque chose que ces filles ont gagné et que également cette Miss France 2015 emporte avec elle. Moi, je pense que c'est une compétition qui a donné, qui donne l'occasion aux jeunes filles de montrer déjà quels sont les atouts qu'elles ont, mais à part cela, ce qu'elles sont capables de faire en dehors d'être belles. Effectivement, avoir une belle tête, mais surtout une tête bien pleine. Alors, Georges Alain, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce type de compétition? C'est également une manière de véhiculer la culture camerounaise? Tout à fait. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Je pense qu'il faut commencer par saluer le sérieux de l'organisation parce que tenir la périodicité d'un tel événement, ce n'est pas évident dans l'environnement camerounais. Je précise que ça a commencé en 2012, en 2002 autant pour moi. Voilà, et je pense qu'à chaque fois, il y a toujours peut-être
une polémique plus ou moins fondée sur le choix qui est fait, mais on sait que la beauté n'est jamais universelle, donc on peut pas forcément s'entendre sur les critères relatifs. Maintenant, il y a généralement, les Miss portent des thèmes, j'allais dire, novateurs, des thèmes intéressants. Après, on se demande qu'est-ce qui est fait de ces thèmes-là. Par exemple, cette fois-ci, ça porte sur l'insécurité. Je crois que c'est dicté par l'actualité du côté de l'extrême nord. Mais au-delà de ces thèmes, qu'est-ce qui est fait pour que les Miss soient l'incarnation d'un certain nombre de valeurs? C'est là la grande question. Et je pense que Manaba Mbogou et son équipe ne peuvent plus s'exonérer d'un bilan froid de cette manifestation. Je pense, après un certain nombre d'années, il faut avoir le courage de questionner ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi, je cherche toujours désespérément le bilan des différentes Miss, c'est-à-dire qu'il y en a à peine, elles ont cette couronne-là, quelques îles pratiquement. Je pense que la dernière aux États-Unis, je ne sais pas si c'est là-bas où elle va promouvoir les valeurs qu'elle porte. Je pense que aujourd'hui, Miss Cameroun a atteint un niveau de maturité qui doit non pas lui permettre de s'auto-flageller, mais de questionner, de se regarder dans la glace. Donc, Georges Alain, c'est autant pour moi, Emmanuel Gustave Samnick, c'est un avis que vous partagez. Je le disais tantôt, cette compétition a démarré en 2002. Nous étions rendus hier à la 12e édition. Et comme le disait si bien Georges Alain, c'est peut-être le moment de questionner la pertinence même de cette initiative. Non, ce n'est pas une invention camerounaise, un concours de beauté. Il faut savoir que c'est un concours de beauté. Tout à fait. Et qui finit cette année-là où elle est organisée. Maintenant, moi, je félicite le comité d'organisation et Mme Amogou parce qu'il y a une sorte de service après-vente, après le couronnement. J'ai souvent vu des actions sociales de ces Miss-là. On les accompagne dans les écoles, dans les hôpitaux, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est un plus, mais le concours de beauté, c'est un concours de beauté. En 2016, voici celle qui est sortie du lot parmi les candidates, c'est-à-dire celles qui ont eu le courage de se présenter. Il y a de très jolies filles qui ne viendront jamais à ce concours parce qu'il est libre. Et donc moi, je félicite plutôt l'organisation parce que j'en sais quelque chose. Organiser un événement en caractère national dans notre pays en ce moment, une initiative privée, même si elle est entourée de beaucoup de partenariats et de soutien, ce n'est jamais facile. Donc, le réussir et de le maintenir en éveil et lui donner la dimension qu'on voit depuis quelques années, je crois que c'est chapeau. Ce que je peux suggérer, c'est que pour donner encore un peu de couleur à cet événement, que l'organisation ne se tourne pas seulement, parce que j'ai l'impression la France est trop proche de nous, culturellement et historiquement, mais nous avons le fantasme. Donc on sait qu'il y a les pays qui ont de beauté, comme le Brésil, comme la Martinique, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra nous faire venir les Miss de ces pays-là. Ça donnerait un peu plus de couleur à l'événement. Alors, vous parlez tout à l'heure de services après-vente. Donc, la question, c'est de savoir... Je ne voudrais pas savoir, moi, ce que vous mettez dans la vente, mais moi, ce que je voudrais savoir, cette jeune dame a été élue hier et après, qu'est-ce qui se passe? On a souvent remarqué que juste après l'élection, on n'entend presque plus parler de la Miss ou alors uniquement dans la rubrique faits divers. Qu'est-ce qu'elles deviennent après, nos Miss? Je peux déjà vous dire que Miss Cameroun est une ambassadrice de la jeunesse et du Cameroun. Ce qui fait qu'après son élection, elle a appelé à représenter le Cameroun dans des compétitions, en l'occurrence Miss Monde, Miss Nayade, Miss Afrique, Miss Union africaine. Donc, je crois qu'après son élection, elle a beaucoup de travail. Et là, en ce moment, nous sommes déjà en train de préparer son départ pour Miss Monde, parce que c'est pour bientôt, c'est pour novembre. Donc, je crois que les Miss ont suffisamment de travail. Si je peux répondre à mon frère qui dit que la Miss de l'année dernière aux États-Unis, je crois que c'est pas ça. Depuis quelques années, nous associons les Miss de la diaspora parce que les Camerounais qui sont à la diaspora et les Camerounaises qui y sont doivent venir au Cameroun et ensemble, on doit construire le Cameroun. Donc, celle de 2014, elle était
étudiante aux États-Unis. C'est elle qui est aux États-Unis. Mais celle de l'année dernière, elle était là. Vous l'avez très bien vu. C'est elle qui a couronné. Jessica Ngouasseme, qui va continuer avec ses études. Donc, les Miss mènent beaucoup de campagnes de sensibilisation. Après leur mandat, peut-être que ce n'est pas toujours médiatisé, mais vraiment, elles se mettent au travail. Alors, elles se mettent certainement au travail, mais elles ont droit à quoi après cette élection-là, concrètement? Hier, on a parlé d'un montant d'1 million pour la Miss. Est-ce qu'en dehors de ça, il y a quoi d'autre qu'on donne à ces Miss-là? Vous savez, je crois qu'être Miss Cameroun n'a pas de prix. Le prestige seul suffit? Non, je ne parle pas en termes de finances. 1 million de francs, c'est rien. Je crois que quand on est ambassadrice de tout un pays, c'est beaucoup. Et c'est un honneur. Donc pour cela, celle d'hier, elle a eu, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, qui a bien voulu offrir des primes aux Miss. C'est la première fois dans l'histoire de Miss Cameroun. La Miss Cameroun a eu 1 million de francs, les Dauphines ont eu 500 000 et autres, ainsi que les participantes. Et la Miss Cameroun de cette année aura un véhicule offert par la marraine, Madame Henriette Sournac. Elle a eu d'autres prix. Donc, ce véhicule qu'elle pourra utiliser elle-même tout le long de son mandat? Non, elle l'utilise elle-même. Vu que Jessica Ngouasseme a eu un véhicule offert toujours par le groupe Interpresse l'année dernière, elle l'utilise et le véhicule lui revient après son mandat. Ainsi que celle de cette année, ce sera leur véhicule. En 15 ans d'existence, c'est les 2 fois que vraiment un partenaire a pu offrir un véhicule à une candidate. Alors pour finir, Madame la Présidente du Comica, une organisation n'est pas toujours parfaite, l'organisation d'un tel événement n'est pas toujours parfaite. De votre point de vue, quels sont les points qu'il faut absolument corriger? Tout à fait. On sollicite déjà que les Camerounais s'associent à cet événement-là, parce que c'est ouvert à tous les Camerounais, parce que ce n'est pas une élection de Miss de mon village, c'est l'élection Miss Cameroun. Et jusqu'à ce jour, il n'y a vraiment pas le sponsoring qui suit. Comme ça se passe dans d'autres pays, je ne vais pas parler de Miss France comme mon voisin de gauche, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, parce que je peux déjà vous dire que parfois je me sens un peu orpheline quand il faut aller représenter le Cameroun dans un pays. Et quand je vois comment les autres viennent très bien accompagnés, c'est-à-dire en délégation, je me sens très souvent orpheline. J'espère, depuis l'année dernière, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture a bien commencé à nous accompagner dans ce sens. Et on sollicite vraiment tous les Camerounais pour nous aider encore à porter plus haut ce concept. Merci. Nous allons marquer le premier arrêt de cette édition de Scène de Presse et c'est avec la revue de presse que signe Daniel Menanga. Paul Biya connecte les COPS. La grande une paraît à la une de Cameroun Tribune. Le quotidien national bilingue nous rappelle que c'est à la faveur du décret du président de la République signé le 27 juillet dernier, date à partir de laquelle le programme e-National Higher Education s'amorce. Concrètement, le chef de l'État offre 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais régulièrement inscrits dans une université publique ou privée du pays, y compris l'Université Inter-État Cameroun-Congo. Le geste Android du président Paul Biya gonfle le plan spécial jeune à 177 milliards à l'analyse du quotidien de l'économie. Baromètre communautaire indique qu'en offrant un ordinateur portable à chaque étudiant camerounais, le chef de l'État facilite l'usage des TIC et surtout consolide irréversiblement l'économie numérique au Cameroun. Et la mise sur pied d'un centre de développement du numérique ultramoderne favorisera l'environnement. Mutation évalue le don et 75 milliards pour des ordinateurs représentent une fortune au Cameroun pour le quotidien de Xavier Messé.
Dans la même veine, le Messager voit une controverse dans le geste du chef de l'État, relayant les propos de quelques acteurs de la société civile. En tout cas, les COPS disent merci au président de la République. Et la gratitude des étudiants a pu se lire lors de la marche des étudiants de l'IAI Cameroun. Cameroun Tribune s'en est fait l'écho. Les bonnes nouvelles viennent aussi des médias, avec la carte de presse. Tchunke en distribue les premiers spécimens, annonce la Nouvelle Expression. Dans les mêmes colonnes, l'on apprend aussi que Marie-Claire Nana, directeur général de la SOPECAM, reçoit le matricule numéro 01 de la carte de presse. Au total, 30 cartes d'identité de journalistes camerounais sont officiellement distribuées. Mais le Messager polémique sur le casting des premiers récipiendaires des cartes de presse, oubliant que les 10 responsables d'entreprises de médias sont avant tout des journalistes. Cameroun Tribune annonce une nouvelle ère avec la carte de presse. Le pass des journalistes leur ouvrira les portes de la source d'informations sûres. La carte de presse est un filtre et un instrument d'autorégulation de la profession pour le ministre de la Communication interviewé par nos confrères de Cameroun Tribune. Ligue de football professionnel, Pierre Semengue rempile avec 26 voix contre 7. Mais le miracle Happy ne s'est pas produit, ironise le Messager. Le quotidien relève que l'élection du 28 juillet dernier s'est déroulée comme une lettre à la poste et le candidat malheureux Franck Happy a annoncé qu'il ne fera aucun recours. L'absence des Ding Sport et du MS de Loum pour cause de retard ne porte donc pas du discrédit à la transparence de l'opération. Et le général Semengue est prêt à dérouler sa feuille de route pour les 4 prochaines années. La tâche s'annonce ardue, à en croire la Nouvelle Expression. Après la victoire, les défis. Parmi les défis à relever, la team Semengue doit trouver les 560 millions de francs pour chacun des 40 clubs de football professionnel. Construire aussi 25 stades en 4 ans seulement. Franck Happy, battu mais pas abattu, propose son aide. Dans les colonnes de Le Jour, le challenger de Pierre Semengue a déclaré être toujours au service de la Ligue de football professionnel. Le président réélu assure qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il ne sera pas question de diviser pour bâtir. Le grand challenge de l'heure dans le secteur des sports, c'est l'organisation de la CAN féminine en novembre prochain. La mission d'inspection de la Confédération africaine de football dans les stades et hôtels de Limbe et Yaoundé sonne comme un rappel. Cameroun Tribune a l'assurance du ministre du Tourisme et des Loisirs. Il annonce que le Cameroun sera prêt pour novembre, côté touristique. Et le quotidien national bilingue confirme. Yaoundé, avec son hôtel 5 étoiles et ses 3 hôtels 4 étoiles, ses 6 autres classés 3 étoiles, a passé le test de la CAF, ou presque. Il faut cependant achever les travaux d'aménagement et de réhabilitation engagés. Place à la deuxième une de scène de presse. Nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football qui aura lieu au Cameroun en novembre prochain. Nous accueillons Gabriel Loga. Bonsoir. Bonsoir Lucrèce et je dis bonne soirée à tous les téléspectateurs de la CIATI. Alors la CAF a donné son satisfecit au terme de sa tournée d'évaluation des chantiers de la CAN féminine. Au ministère des Sports, comment on a accueilli cette nouvelle-là? Il faudrait dire que ce n'est pas seulement au ministère des Sports parce que l'organisation de la CAN, c'est une affaire nationale. C'est tout un comité qui s'occupe de cette affaire et pour ce comité, ça a été un réconfort et un encouragement. Vous savez, tout a été dit avant l'arrivée de la mission de la CAF. Nous avons suivi des commentaires, nous avons suivi des choses. Et lorsque la CAF estime que le niveau d'organisation de cette compétition est compatible avec ses attentes, pour le comité d'organisation, c'est un réconfort et c'est un encouragement. Edith Virginie, vous avez eu quelques appréhensions au regard de tout ce qui a été dit avant l'arrivée de la CAF? Disons que moi, je regarde d'abord en profane parce que je suis comme tous les autres Camerounais.
J'ai l'habitude de passer devant le stade militaire de Yaoundé tous les matins pratiquement et je me suis rendu compte que là-bas c'était pratiquement terminé, avancé. Au stade, j'avais quelques inquiétudes pour les stades annexes numéro 1 et 2. Selon la société, les représentants de la société en charge de l'exécution de ces travaux. Donc, à quelques jours maintenant, je me suis rendu compte, après une petite visite, que je crois que ça avançait beaucoup. Pas d'inquiétude pour le stade Omnisport qui va accueillir la compétition elle-même. Les terrains d'entraînement, je crois que si le stade militaire, lui, il est prêt, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les inquiétudes ont été levées à ce niveau, même si elles demeurent quand même au niveau de la préparation de l'équipe nationale même. Nous allons y revenir, Voilà. si vous le permettez, Madame Voilà. Gustave Samnik. On peut donc dire que le Cameroun a rempli le cahier des charges que lui a signé la CAF? Oui, il a Entièrement, totalement? Disons que le... Vous donneriez une note de combien? Sur combien? Sur 10. Sur 10, je donnerais 7. Par rapport à ce que moi j'ai vu, disons que les inquiétudes sont levées, c'est l'essentiel. Parce qu'il faut l'avouer aussi, on ne va pas accuser nos compatriotes. Ça fait quand même 2 ou 3 ans que le Cameroun a pris cette organisation. Et au départ, on n'a pas vu une mobilisation. Mais c'est derrière moi, il faut reconnaître que le comité d'organisation a mis le paquet. Les chantiers avancent et je crois que c'est un pas le langage diplomatique que les inspecteurs de la CAF ont délivré ici. Ils ont vu d'eux-mêmes que ça avance plutôt très bien. Et pour moi qui ai couvert ce genre d'événement, je crois que peut-être sans perspective de 2019, le Cameroun voit trop grand par rapport à cette CAN féminine. C'est vraiment trop fort ce qu'on voit. Quand on me dit que le stade militaire sera un stade d'entraînement, moi, j'ai vu la finale d'une Coupe d'Afrique féminine se jouer sur un stade plus pété encore, au Nigeria, qui a le record de victoire à la CAN. C'était à Owerri, dans l'est du Nigeria. Donc, il n'y a plus d'inquiétude, on s'en réjouit et les choses avancent normalement. Alors, il n'y a plus d'inquiétude, on s'en réjouit. Georges Alain, c'est un avis que vous partagez. Est-ce qu'il y a vraiment lieu désormais de dormir tranquille? Tout est bien dans le meilleur des mondes possible, ça va? Je ne saurais le dire parce que on a bien vu que il y a eu un retard à l'allumage. Il y a eu un retard à l'allumage, c'est depuis 3 ans que nous savons que nous allons organiser cette compétition. Manifestement, le Cameroun se comporte comme un élève qui a les capacités d'avoir 18 suivants et qui jubile les pavoises parce qu'il a eu 13 suivants. Donc je pense que c'est la meilleure image à retenir de cette situation-là. On a tous les moyens pour organiser une CAN. C'est quand même le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Nganamuit et autres. Mais on s'est beaucoup posé des questions. On a vu le branle-bas au niveau du gouvernement. On a vu le Premier ministre qui a dû descendre sur le terrain. C'est d'ailleurs tout le mal qu'on lui souhaite. Par 2 fois déjà. Par 2 fois, c'est d'ailleurs tout le mal qu'on lui souhaite. Par 2 fois et également le secrétaire général des services. Le secrétaire général des services du Premier ministre. On a vu au niveau des régions comment les gouverneurs étaient quelque peu traumatisés. On le sentait dans les propos, il y avait comme une fébrilité. Mais je pense que là, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie parce que, en plus, c'est un galop d'essai en prévision de la CAN de 2019. Si on passe via ce galop d'essai, je pense que la tension va un peu retomber et on abordera peut-être avec plus de sérénité l'organisation de la CAN 2019. Mais je pense qu'il faut toujours se méfier de la culture de l'urgence qu'on a tendance à banaliser chez nous parce que cette culture de l'urgence est généralement le boulevard à un certain nombre de dérapages. Ce n'est pas moi, le président de l'Assemblée nationale, mais je crois savoir qu'il a interpellé officiellement sur la tribune de l'Assemblée nationale tout ce qui serait tenté de faire comme en 72, c'est-à-dire au lieu de servir, ils vont plutôt se servir dans les caisses de l'État. Donc il faut faire très attention. Ça va, la copie est bonne jusque-là, mais je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de non-dits et c'est peut-être plus tard qu'on se rendra compte que les gens ont créé cette urgence pour faire d'autres choses. On n'a pas de boule de cristal, on le saura bien vite. Alors, Gabriel Loga, qu'est-ce qui reste à faire? Je voudrais dire que l'organisation d'une compétition d'envergure comme la CAN féminine Cameroun 2016 répond à ce que nous appelons un cahier des charges. Et il faudrait également préciser que ce n'est pas la première fois que les inspections ont commencé chez nous. Je me rappelle qu'au mois de janvier, il y a une inspection de la CAF qui était au stade de Limbé. Cette inspection a fait un certain nombre de recommandations.
parmi lesquels le problème de la voie d'accès, parmi lesquels le problème des tribunes de presse, parmi lesquels l'équipement du stade. Et lorsque cette mission est arrivée, il fallait d'abord commencer par là. Il fallait vérifier si toutes les recommandations ont été remplies. Et je pense que c'est sur la base de ces recommandations que la mission de la CAF a eu le Et justement, temps... en image, on voit ces voies d'accès-là. de s'expliquer. Mais nous n'allons être satisfaits qu'au soir du 3 décembre. Le 3 décembre, c'est le jour de la finale et nous avons 3 mois et demi devant nous, donc il y a des choses qui doivent être faites. Parce que même... Au niveau des infrastructures, concrètement, on sait qu'au niveau du stade Omnisport, le gazon est prêt, les sièges, mais il y a un petit souci avec la tribune. Au niveau des stades d'entraînement, le stade militaire est pratiquement prêt, les tribunes sont sorties de terre, ce qui n'est pas encore véritablement le cas pour les 2 stades annexes. Je voudrais dire que pour ce qui concerne l'organisation d'une CAN, nous avons les stades de compétition, mais nous avons également les stades d'entraînement. Pour l'entraînement, on vient, on s'entraîne, on s'en va. C'est-à-dire que ce qui est important pour l'entraînement, c'est la pelouse. Lorsque la pelouse est faite, nous pensons que chaque équipe qui vient sur le terrain peut s'entraîner. Maintenant, on peut faire plus. Ça, c'est bien le cahier de charge de la CAF. Un stade d'entraînement, c'est la pelouse, et les vestiaires, tout simplement. Tout simplement. Vous pouvez mettre les boutiques, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez autour du stade, mais ce qui est important, ce sont les vestiaires et c'est la pelouse. Et je crois que lorsque nous avons vérifié avec la mission de la CAF lors de sa tournée de cette semaine, toutes les pelouses sont terminées. Nous avons de très belles pelouses et les vestiaires sont pratiquement en phase terminale. Donc nous pensons que pour les stades d'entraînement, nous n'avons pas de problème. Maintenant, pour les stades de match, il y a un certain nombre de choses à faire. Lorsque les missions de la CAF sont passées pour la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont fait un certain nombre de recommandations et toutes les recommandations ont été satisfaites. Maintenant, je ne pourrais pas dire que, comme Alain disait tout à l'heure, tout n'est pas fini. Nous devons, au soir du 3 décembre, tout faire pour que nous soyons à la mesure des ambitions du Cameroun. Parce que, M. Samnik l'a dit tout à l'heure, nous avons vécu des compétitions similaires sur des stades qui n'avaient même pas de gazon, sur des stades qui n'avaient même pas une pelouse, sur des stades qui n'avaient pas des gradins avec des chaises. Mais c'était des compétitions. Est-ce que c'est ce que nous devons regarder? Non, on dit comparaison n'est pas raison. Comparer à ceux qui n'ont pas... Comparaison n'est pas raison. Je voudrais vous dire des stades qui correspondent aux normes. Le Cameroun a la chance parce que en 2016, nous passons d'un championnat d'Afrique à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que nous inaugurons une nouvelle phase d'organisation de la CAN féminine. Et au niveau du Cameroun, nous organisons la CAN féminine comme nous organisons, ou bien nous organiserons en 2019, la CAN senior. Donc ce n'est pas une compétition d'essai, ce n'est pas comme certains disent un rodage pour 2019. La CAN féminine est prise au sérieux autant que la CAN masculine. Alors il y a les hôtels, il y a les stades, mais il y a également les hôtels. Oui, je pense qu'au niveau de... Les hôtels, pas seulement en termes d'infrastructure. Oui, disons que même les hôtels, parce que je crois que le cahier de charge de la CAF prévoit aussi des hôtels d'un certain standing pour les officiers de la CAF et pour les équipes qualifiées. Et je crois qu'à ce niveau-là, la mission d'inspection a validé les hôtels qui ont été sélectionnés. Il reste les autres types de commodités pour les journalistes, pour les supporters qui viennent d'autres pays. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le ministère du Tourisme devra peut-être encore faire un effort, ou bien diffuser l'information, parce qu'il y a quand même des établissements qui sont prêts. Est-ce qu'ils sont aux normes? Il faudra vérifier tout ça. On a du temps pour le faire. Et je dis encore que pour la CAN féminine, moi, je ne suis pas inquiet, parce que j'ai la découverte. Il n'y aura pas une affluence terrible. En revanche, il faut que dès maintenant, que les promoteurs et que le gouvernement prennent des mesures par rapport à l'hébergement, parce que pour la CAN masculine senior, il y aura une foule immense. Il y aura déjà plus de pays qualifiés. On n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, moi je crois que ce qui se fait
sera prêt pour accueillir une bonne CAN féminine. Alors, en ce qui concerne justement les hôtels, il faut préciser que le taux de consommation des délais est de 98%, le taux d'exécution des travaux à 80%, le retard pour le niveau d'équipement, il est de 18%. Il faut également relever que pour ce qui est de Mountain Hotel, il y a eu un renforcement au niveau de l'accueil. Les chambres sont passées de 96 à 158, dont soit 62 chambres de plus. Pour ce qui est du Parliamentarian Flat, elles sont passées, ces chambres-là, de 30 à 78, Atlantic Beach de 30 à 78 également. Donc on peut dire que le Cameroun a fait des efforts à ce niveau. Mais la question que moi je voudrais vous poser, Edith Virginie, il y a comme une polémique dont on entend parler un peu partout ces jours, c'est qu'il y a 8 équipes qui vont compétir, 4 à Yaoundé, 4 à Limbé. Mais en ce qui concerne les stades d'entraînement, il n'y en aurait pas assez. Comment est-ce que ça se gère dans les autres pays? Il y en a 3 à Yaoundé déjà. On n'a pas besoin d'avoir 1000 stades d'entraînement pour pouvoir gérer une compétition comme celle-là. Lorsqu'on va en compétition, on a déjà ce qu'on appelle l'hébergement. Quand on a l'hébergement, on a le terrain d'entraînement. Les entraînements peuvent se faire sur un seul terrain, mais avec un emploi de temps bien déterminé. Vous avez 4 équipes. Une équipe peut s'entraîner de 8h à 10h, une autre va reprendre de 10h à 12h, et une autre de 12h à 14h, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va se gérer jusqu'à ce que vous puissiez tous vous entraîner. Maintenant, vous avez l'obligation, vous les équipes, de pouvoir respecter vos horaires. Quand vous avez raté votre heure d'entraînement, vous l'avez raté. On ne revient pas là-dessus. On ne vous trouve pas une autre heure pour vous entraîner parce que tout est déterminé longtemps à l'avance. Donc, vous devez respecter cela. Et la même chose pour les matchs. Vous pouvez choisir d'aller habiter je sais où, d'aller prendre votre logement je sais où, mais savoir qu'à 15 heures, vous devez vous retrouver sur un terrain pour un match et vous devez être à l'heure. C'est comme ça que ça se passe. 4 équipes peuvent s'entraîner sur le même terrain. Ça ne créera jamais de problème. Jamais. Un terrain d'entraînement, c'est ce qu'on demande. Si on a un terrain d'entraînement, voire 2, ce serait la meilleure chose. Mais au-delà de 2, je crois qu'on aurait fait quelque chose de particulier. Alors, Georges Alain, vous êtes journaliste. Mutation enverra certainement des reporters sur le terrain. Est-ce que vous avez pu enquêter sur la capacité du Cameroun à assurer une couverture médiatique, une couverture de qualité de cette compétition-là? Je pense que c'est l'un des aspects où il y a le moins d'inquiétude, parce que le Cameroun, de manière générale, a une presse professionnelle autour de ce plateau. On peut citer quelques noms des gens qui ont régulièrement couvert des compétitions. Maintenant, je pense que c'est un test pour l'ensemble des Camerounais, c'est-à-dire autant pour les autorités que pour les journalistes, les citoyens ordinaires, les chauffeurs de taxi. Vous vous rappelez de cette initiative qui demandait aux taximans de retoquer leur véhicule parce qu'il ne faut pas qu'on retrouve des guimbardes en pleine ville. Je pense que tout le monde doit faire sa canne. Et le souhait pour... Les journalistes aussi. Les journalistes aussi doivent jouer leur canne. Et surtout... Et il faut qu'à la fin, la canne soit sucrée pour tout le monde, comme les journalistes sportifs ont l'habitude de l'écrire. Mais je pense que le Cameroun est à la hauteur. Le peuple camerounais a déjà eu à gérer d'autres événements, que ce soit des événements politiques, des événements sur le plan économique. Peut-être depuis 1972, on n'a pas organisé de canne. On aura un avant-goût avec la canne qui va se jouer cette année en novembre. Je pense que toutes les critiques qui ont fusé sur l'organisation procèdent également de ce que les Camerounais étaient impatients de voir sur leur sol organiser une telle compétition. L'attente n'a que trop duré et donc finalement ça arrive. Et donc les Camerounais sont exigeants. Et il faut signaler qu'à partir du moment où on avait différé l'organisation de cette compétition pour des raisons qui me paraissaient un peu farfelues. Parce que lorsqu'on dit on diffère une compétition à cause des pluies saisonnières, bon, moi je regarde souvent des matchs qui se jouent sous la pluie, donc si nos pelouses ne peuvent pas absorber la pluie et on dit bon on diffère à cause des pluies saisonnières, je crois qu'on a bénéficié d'une certaine manière d'une bienveillance de la CAF et il faut que nous montions à la hauteur. Alors, on parlait des journalistes. Gabriel Loga, au niveau des télécommunications, tout est également prêt.
les salles de presse, les salles de conférence, le Wi-Fi. On sait que le ministère des Postes avait également un cahier de charges qui également est en train d'être satisfait. Oui, Lucas, avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être revenir sur les stades. Nous savons que 8 équipes vont participer à la CAN féminine au Cameroun, mais nous sommes sûrs aujourd'hui de dire que chaque équipe peut avoir son stade d'entraînement. Parce qu'à Yaoundé, nous avons les 2 stades annexes au stade Omsport, nous avons le stade militaire, nous avons le centre technique de la CAF, nous avons le centre technique de la FECAFOOT, ça fait 5 stades. Si nous allons à Buea Elimbe, nous en avons également 5 stades. Ça veut dire que nous pouvons couvrir les 8 équipes et il va nous rester 2 stades d'entraînement. Maintenant, pour revenir à la communication, il faudrait dire que c'est un volet qui intéresse la CAF. Parce que parmi les experts qui sont arrivés au Cameroun, il y en a également qui sont encore là pour vérifier si toutes les conditions sont réunies. Les conditions, ce n'est pas seulement les salles de presse, les salles de conférence, mais aujourd'hui, nous sommes guidés par les technologies de l'information et de la communication et la CAF met un accent particulier sur cela. C'est-à-dire que nous devons avoir dans les stades, dans les hôtels des journalistes, un service Internet fiable, un Wi-Fi qui est vraiment de qualité. Et aujourd'hui, nous avons eu une importante réunion avec les experts du ministère des Postes et Télécommunications qui ont donné toutes les garanties et qui ont démontré que nous serons à la hauteur en ce qui concerne Internet. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des attentes des Camerounais, vraiment au-delà de la polémique, parce que depuis pratiquement 3 mois, et pour vous dire que les experts de la CAF qui sont arrivés nous ont dit, mais lorsque nous regardons les réseaux sociaux, lorsque nous lisons la presse camerounaise, on était inquiets. Maintenant, par rapport à la réalité du terrain, vraiment, c'est toute une réalité. Les Camerounais s'amusent à se faire peur? Je crois que les Camerounais, c'est une gymnastique qui est courante au Cameroun. Maintenant, nous devons œuvrer pour que nous mobilisions les Camerounais vers cette CAN. Parce que c'est bien de construire les stades, mais lors des matchs, si les stades sont vides, vraiment, nous ne serons pas à la hauteur. Je crois que nous qui sommes des communicateurs, nous qui sommes des journalistes, nous devons tout faire pour que nous mobilisions les Camerounais pour adhérer à cette cause. Nous devons faire tout pour que les stades soient pleins. Et il faudrait également dire que lorsque... Vous permettez qu'Emmanuel Gustave dise un mot, s'il vous plaît. Oui. C'était juste pour, par rapport à nos confrères journalistes, qui doivent aussi, eux aussi, éviter la culture de l'urgence. De l'urgence. M. Boymo tout à l'heure. Parce que pour couvrir une Coupe d'Afrique des Nations, il faut s'accréditer. Et au niveau de la CAF, elle se fait en ligne. Il faut s'inscrire au Media Channel de la CAF et suivre le processus de s'accréditer. Ce ne sera pas la carte de presse du Cameroun? Ça concerne les journalistes de presse écrite et la presse cybernétique. Pour les médias audiovisuels, il y a une foultitude de radio et de télévision aussi. Il faut acheter les droits pour être accrédité. Parce que ça, c'est une autre réglementation. Les médias audiovisuels, la CATV, qui est l'opérateur principal, devra satisfaire à ce cahier de charges. Et les autres télévisions qui veulent diffuser ou couvrir la compétition, ce n'est pas accès libre sur le Media Channel comme pour la presse écrite et la presse cybernétique. Alors nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse et nous recevons dans la posture d'invité dans le Focus. Donc nous recevons André-Marie Afouba qui est le vice-président du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public qui nous fait donc là une évaluation du BIP 2016 à mi-parcours à la suite de la réunion qui s'est tenue cette semaine ici même à Yaoundé. C'est le Focus de la semaine. Il faut dire que l'IFIP 2016 a connu une réelle progression en termes de performance. À titre d'illustration, nous pouvons vous dire qu'au 30 juin 2015, nous étions à 39,5% du taux d'exécution. À la même date, en 2016, nous sommes à 55,12% de taux d'exécution. À titre d'illustration aussi, ce taux d'exécution se manifeste aussi au niveau régional. Par exemple, dans la région de l'Adamawa, au 30 juin 2015, nous avions un taux d'exécution de 24,11%. Au 30 juin
2016, nous sommes rendus à 39,58%. On peut ressasser comme ça d'une région à l'autre ce taux d'exécution et c'est ce qui fait que le taux d'exécution cumulé au 30 juin 2016 nous donne une figure de 55,12% contre 39,5% à la même période. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire. D'abord, il y a eu une anticipation des opérations d'engagement qui ont fait que le budget a pu être lancé au 1er janvier 2016. Il y a aussi que le ministère a mis à la disposition des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire des ministères, des délégations régionales, des cadres du MINEPAD qui ont pu accompagner les différents maîtres d'ouvrage tant pour ce qui est de la préparation des opérations d'engagement que des opérations de liquidation. Il y a aussi que le ministère de la planification a mis à la disposition de ces maîtres d'ouvrage les autorités administratives. Les autorités administratives sont entrées en contribution qui ont de temps en temps essayé d'interpeller ceux qui traînaient la patte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on atteint des résultats satisfaisants. De manière concrète, on peut dire, vous savez que la chaîne budgétaire a un certain nombre d'opérations. Il y a les opérations d'engagement, cela veut dire qu'on prépare les DAO, on lance les marchés, on signe les contrats et puis on commence les premiers engagements physiques. Donc on ne peut pas dire à mi-parcours que toutes les infrastructures ou tous les projets sont construits. Mais on est déjà arrivé, les marchés ont été lancés, les entreprises ont commencé à mettre en œuvre les ouvrages. C'est au terme de l'année qu'on pourra apprécier le taux de réalisation définitive. Mais il faut dire que pour certains des ouvrages, on est suffisamment avancé pour qu'au terme de l'année, on puisse arriver à la conclusion, à la construction définitive des ouvrages. On peut citer à titre d'illustration des projets dont les marchés n'ont pas encore été lancés en ce moment, au 30 juin. Pourquoi? Ces projets n'ont probablement pas été lancés parce qu'on a traîné au niveau de la préparation des dossiers d'appel d'offres. Certains projets ne disposent pas d'études. Certains projets font face à un certain nombre de lenteurs qui sont du fait de la réglementation même des marchés publics. Ce serait avoir une boule de cristal que de dire que en 2017, en 2020, on atteindra un taux de 100%. Mais il faut dire que les efforts sont contenus pour qu'on arrive à un taux, à tout le moins, de 90-95% à une échéance très rapprochée. Il faut dire qu'on continue d'ailleurs, le dernier comité a instruit de mettre à la disposition de tous les acteurs de la chaîne des moyens pour faire des descentes sur site. Parce que nous estimons que les descentes sur site pourront amener tous les acteurs à se grouiller, à se mettre en mouvement pour qu'on puisse atteindre les performances que nous souhaitons. Retour sur le plateau de scène de presse, nous continuons de parler de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Edith Virginie Mbok, à l'entame de ce débat, vous nous parliez déjà des Lionnes. Alors, où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles font en ce moment? Pour le moment, elles ne font rien. Elles sont au repos. Il y a une deuxième phase de préparation entamée par Enongachu, je crois, c'était à Boya, qui s'est achevée il y a quelques jours seulement. Donc, elles prennent un petit repos pour reprendre le 7 août. La troisième phase, c'est la même qui s'annonce la plus importante parce qu'après les deux premières phases d'entraînement, on a dû élaguer au niveau de la première sélection qu'on a faite. Et maintenant, celles qui vont rester vont retrouver les joueuses professionnelles et travailler ensemble pour que ça donne une équipe nationale suffisamment compétitive. Est-ce que le timing est bon de votre point de vue?
Je suis un peu dubitative, hein, parce que, voyez-vous, Enongachu, juste après la qualification de cette équipe, avait fait porter un programme de préparation de cette équipe par rapport à la compétition. Et maintenant, la validation de ce programme a pris un petit retard, ce qui fait que je ne sais pas comment il a pu le combler jusque-là, comment il a pu rattraper ce retard par rapport à ce qu'il avait comme objectif. Ça va donc rester à voir s'il a tronqué cette préparation ou alors il a appliqué juste à mi-parcours, je ne sais pas. Donc, je me pose encore des questions. Alors, parlons toujours de ces filles-là. Pour une certaine opinion, elles ont, pour certaines, hein, je me répète, elles auraient pris la grosse tête et que ça ne leur a pas, ça n'a pas beaucoup servi le Cameroun. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que ce n'est pas une manière de jeter l'anathème sur ces valeureuses filles? Elles ne se sont pas qualifiées pour les Jeux Olympiques. C'est peut-être pour cela que les Camerounais leur en veulent, mais je pense que je ne voudrais pas parler comme eux. On ne peut pas jouer les stars au moment où on a des objectifs propres, clairs, bien définis. Elles ont été, peut-être, on a pris le Zimbabwe de haut pour ne pas donner le maximum de nous-mêmes pour nous qualifier pour cette compétition. Mais je ne voudrais pas qu'on parle de stars, de stariser, qu'elles se sont starisées, qu'elles se sont vues en star par rapport à cette compétition. Non, je crois que tout joueur a un objectif qui se fixe. Et quand il se fixe cet objectif, on élague de la tête un certain nombre de choses. Elles l'ont fait, je ne pense pas. C'est nous qui les trouvons, qui les regardons en star. Ce sont les autres, c'est l'opinion publique qui les regarde en star. Je ne pense pas que dans leur tête déjà, elles se disent des stars, non. Mais il faudrait déjà qu'on pense quand même, hein, après tous ces efforts continus, que ces filles sont au bout du rouleau. Et c'est peut-être pour cela qu'elles n'ont pas pu enchaîner les bons résultats. Alors, quelles sont les chances de qualification des Lionnes? Emmanuel Gustave Samnikon, sait qu'elles sont 3 fois finalistes. C'était en 1991 face au Nigeria, en 2004 face au Nigeria encore, en 2014 encore ce même Nigeria. Alors, est-ce que cette fois-ci sera la bonne, d'autant qu'on joue à domicile? Oui, je crois que nous avons une bonne équipe. Moi, sur la foi de ce que j'ai vu à la Coupe du Monde l'année dernière, et si l'entraîneur garde le même groupe et le même esprit, je pense qu'on peut s'en sortir. La non-qualification aux Jeux Olympiques peut être un mal pour un bien, parce que c'est une grosse débauche d'énergie au mois d'août là à Rio. Et revenir donc à décembre, chercher la couronne continentale de domicile, ça aurait peut-être été un effort de trop. Non, moi je crois que les chances sont intactes, mais il faut comprendre, c'est une réalité. Il y a un ogre dans le football féminin en Afrique, c'est l'équipe nationale du Nigeria. Qui a déjà gagné 9 fois. 9 sur les 11. Maintenant, le sport, c'est que les 2 autres ont été remportés par la Guinée équatoriale à domicile. 2 fois également. Quand elle a organisé 2008 et 2012. Sans qu'elle ait une équipe aussi rompue, aussi expérimentée que celle du Cameroun. Et je pense aussi que nous avons la meilleure joueuse africaine de l'heure, Nganamout. Elle peut porter la sélection comme on a vu dans d'autres pays, les Cristiano Ronaldo. Alors, elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes, mais est-ce que toutes les questions autour de l'organisation de cette CAN-là ont été réglées, notamment celles qui concernent les primes? Gabriel Oga? Je voudrais dire que c'est un problème très important en ce qui concerne le fonctionnement des équipes. Mais depuis un certain temps, le ministère ou le ministre veille à ce que le problème de primes ne soit pas un handicap pour le fonctionnement normal des équipes. Nous avons vu avec les compétitions antérieures, mais davantage avec la CAN qui va arriver. Au-delà des primes, peut-être pour revenir à la préparation, je crois que c'est pour la première fois que nous voyons une équipe camerounaise prendre 4-5 mois pour se préparer. Nous avons aperçu les professionnels hier. Nganamout, dont on fait cas, est déjà au Cameroun. Je crois que d'ici quelques temps, Virginie a dit tout à l'heure, elle va rejoindre ses coéquipières pour que la préparation prenne vraiment l'allure qu'il faut. Alors, pour finir sur cette question, il y a autour de la CAN, il y a le logo, il y a la mascotte. Où est-ce qu'on en est? Il y a l'hymne. Tout est prêt également de ce côté? Je voulais dire qu'en ce qui concerne ces instruments de communication,
tout est prêt. Mais le public s'interroge parce que au moment où on se posait des questions sur les infrastructures, au moment où on s'inquiétait sur la préparation, on ne pouvait pas mettre l'accent sur l'événementiel. L'événementiel, c'est l'animationnel, c'est le sportif. Et il faudrait également dire que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la tête du ministère des Sports un spécialiste en matière d'événementiel. Vraiment, à ce niveau, nous ne devons pas nous faire des inquiétudes. Le logo, la mascotte et l'hymne sont prêts. Et je parle en tant que vice-président de la commission communication. Cet après-midi, nous avons une réunion. Nous avons proposé des dates au cours desquelles nous allons dévoiler tous ces instruments. Et je voudrais vous dire que le temps qui a été pris, c'était pour que ces instruments soient à la hauteur de la compétition. Par exemple, l'hymne. Je vous dirai plus, c'est une artiste chevronnée de l'heure qui a eu à chanter l'hymne pour la CAN. Je pense que lorsque on attend de voir. On attend de juger le maçon au pied du mur. Attendons de voir. J'ai vu le slalom de Gabriel Loga sur l'affaire des primes tout à l'heure, parce que c'est une question essentielle, la question des primes. Donc, parce qu'il faut organiser cette CAN pour la gagner, pour évacuer le traumatisme de 72. Le Cameroun avait été éliminé en demi-finale. Maintenant, je pense que par rapport au dévoilement du logo et autres, vraiment, on aurait pu se presser moins lentement. L'organisation d'une compétition, c'est un tout. On ne peut pas dire qu'on finit avec les infrastructures, après on engage l'événementiel. Je pense que c'est pour ça que des commissions ont été constituées qui gèrent chaque aspect de la compétition. C'est vrai qu'il y a des aspects qui dépendent de la CAF, qui ne dépendent pas uniquement du Cameroun. Il y a des aspects qui dépendent des deux parties. Mais maintenant, du côté du Cameroun, on n'a pas senti que les choses se sont vite emballées, que les gens ont pris rapidement conscience de la dimension de l'événement. Mais bon, on retiendra peut-être la fin. La fin, ce sera le 3 décembre. On espère que Ngana Muit va brandir le trophée et qu'on va oublier tout ce qui s'est passé avant. Alors, on va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour parler du secteur avicole qui se relève progressivement après les secousses causées par cette épizootie. Certains promoteurs, l'épizootie et la grippe aviaire, autant pour moi, certains promoteurs de ces structures ont pris le taureau par les cornes pour relancer la production et assurer ainsi la distribution plus sécurisée des poulets dans les métropoles et notamment dans les ménages. Et c'est le zooming de la semaine que signe Berthe Mbala depuis CRTV Littoral. Dans cette structure d'abattage de poulets située à Bomono, à une vingtaine de kilomètres de Douala, on tourne au ralenti. La grippe aviaire, détectée dans certaines localités du Cameroun et particulièrement à Yaoundé, le principal pôle de consommation, a grippé la chaîne. Financièrement, c'est vraiment catastrophique pour le secteur. Ça, c'est un secteur qui avait beaucoup évolué et on attendait déjà l'export de même poulet vers les pays voisins. On exporte déjà les œufs vers les pays voisins, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine, même jusqu'à la Libye. Et aujourd'hui, avec une telle circonstance, ça nous met vraiment dans de très grandes difficultés. Docteur Francis Koumfa, le patron de la structure, et sa trentaine de collaborateurs, pourtant très avancés dans l'abattage, le conditionnement du poulet frais et du poulet congelé, travaillent désormais seulement sur commande. Des commandes plutôt rares, en cette période de basse saison habituelle, aggravée par des cas de grippe aviaire déclarés au Cameroun. En réalité, le promoteur, médecin vétérinaire, est pris entre le marteau de ces stocks qui s'entassent et l'enclume de cette volaille qu'il faut pourtant continuer à nourrir dans sa ferme à Souza. 10% de l'investissement vont dans l'aliment. Nous avons pas moins de 117 000 poulets actuellement dans le bâtiment. À cette phase de consommation, ils ne peuvent pas consommer moins de 300 sacs d'aliments par jour. Vous voyez, à cela s'ajoute le copeau, le gasoil, parce qu'ici il n'y a pas d'électricité. Nous utilisons des groupes électrogènes. Et si vous évaluez un sac d'aliments
Ici, chez nous, c'est autour de 14-15 000 francs. Donc, x 300, vous pouvez imaginer un peu ce que ça donne. Avec la grippe aviaire, nous avons eu vraiment des effectifs énormes par rapport à avant. Ça ne sort pas dans le marché. Quand nous prévoyons que telle bande peut sortir. Après, nous l'approvisionnons avec ceux qui sont en train d'évoluer. Mais le marché étant mort, nous nous retrouvons dans des situations très compliquées. Ces difficultés sont beaucoup plus importantes à l'ouest du pays, le plus grand pôle de production du poulet et des œufs de table. Rien que dans la MIFI, on a 80% des pondeuses du Cameroun. Et ça fait que, vous imaginez, la MIFI, pour consommer 80% de la production d'un filière, c'est vraiment un sérieux problème. La perte est énorme. Dernièrement, on avoisinait déjà 15-20 milliards. L'élevage a évolué. Depuis 20 ans, les gens qui avaient seulement 200 sujets ont aujourd'hui même 200-300 000 pondeuses. Et donc vous imaginez quelqu'un avec 300 000 pondeuses. Qu'est-ce qu'il fait avec presque 260 000 œufs par jour? Des grincements de dents qui auraient pu être atténués par la création de quelques couloirs d'évacuation des produits et la multiplication des structures d'abattage. Qu'on soit en mesure de conserver la surproduction et de pouvoir le consommer pendant des périodes de forte consommation, donc vers les périodes de fête. Si on avait assez des installations, ça allait aussi nous permettre, dans peut-être les 4 coins du pays, d'évacuer les produits sains, les abattre, les stocker et diminuer la perte qu'on est en train de subir aujourd'hui. La chaîne d'abattage permet, dans des circonstances pareilles, de pouvoir identifier d'où vient le produit, quand est-ce que ça a été abattu. Pour un tel investissement, vous êtes obligé de faire tout pour que le produit soit dans les normes. Et donc la population aussi est rassurée. En battant et conditionner le poulet, ça permet aussi que ça soit accessible et transportable. Et dans les circonstances de la déclaration de la grippe aviaire, on peut bien en faire avec un circuit mort, dont le poulet déjà abattu, et pouvoir ravitailler les marchés, même dans des zones infectées, en sachant d'où vient le poulet, que ça a subi tout le contrôle vétérinaire qu'il faut, et que l'éleveur ne se retrouve pas découragé, abandonné à lui-même, et que son produit a sa valeur. Ces couloirs d'évacuation permettraient également d'éviter des pénuries qui s'annoncent et même de faire survivre l'une des filières les plus florissantes de l'économie camerounaise, avec une forte main-d'œuvre, une croissance forte, à même de barrer la voie aux importations et capable de s'exporter. Place à la troisième une de scène de presse de ce soir. Nous avons été rejoints sur le plateau par Jean-Paul Mbia et Alain Amasuka. Bonsoir messieurs. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Lucrèce, bonsoir aux téléspectateurs. Alors nous parlons de ce décret du chef de l'État, un décret d'habilitation en vue de la mise en œuvre du programme e-National Higher Education. Jean-Paul Mbia, à quoi renvoie concrètement ce projet, ce décret, ou plutôt ce programme du chef de l'État? Merci Lucrèce, merci de l'intérêt que la CRTV porte sur ce sujet ce soir. Je pense qu'il faut segmenter ça en 3 parties. Dans un premier temps, d'abord l'historique, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Ensuite, la mise en œuvre et maintenant les répercussions au niveau des universités d'État. Dans un premier temps, il faut déjà retenir qu'à la date du 10 février 2008, lorsque le chef d'État s'adressait à la jeunesse camerounaise, il avait parlé d'un changement radical. La phrase est la suivante: il faut changer radicalement l'image des universités d'État. Des universités en général. Ce sont les propos du chef de l'État que je cite. Deuxièmement, maintenant, il y a évidemment l'acte majeur qui est posé le 13 février 2013 par l'association des gens des 8 universités d'État et des universités privées qui ont rencontré sur le perron du Palais des Congrès, notamment le ministre SGP de la Présidente, le ministre Ferdinand Ngongo, qui les recevait au nom du chef de l'État. Alors, qu'était-il allé dire aux représentants du chef de l'État, savoir voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer les conditions de gouvernance et de fonctionnement, de vie dans les universités d'État. Il faut bien sûr l'évolution du processus.
Ensuite, maintenant, dans le 18 juin 2015, à Beijing, en Chine, une convention est donc signée entre le Cameroun et la Chine, pendant donc sur un prêt concessionnel de 75 milliards que la Chine accorde au Cameroun, en vue d'aider le Cameroun notamment à s'améliorer au plan du numérique, voir comment réduire la fracture et la fracture numérique, notamment au bénéfice et des universités et évidemment de toute la société camerounaise en général, parce que, faut-il le dire, l'enseignement supérieur a l'expertise nationale dans le cadre de l'encadrement des universités d'État et des universités privées. Et faut-il le dire en passant, le Cameroun héberge depuis à peu près 3, 4, 5 à 6 ans une université virtuelle sous-régionale et une université virtuelle nationale. Maintenant, le déclic est donc mis en place par le ministre de l'Enseignement supérieur il y a une semaine à peu près, lorsqu'il a donc déclaré officiellement, à savoir le don spécial du chef de l'État à l'endroit des étudiants. Il faut préciser maintenant la mise en œuvre. Qu'est-ce que la mise en œuvre? Alors, comment est-ce que ça va se passer au plan opérationnel? Il y a donc 500 000 ordinateurs. Ceci équivaut au prorata, un ordinateur pour un étudiant. Qu'est-ce qu'un étudiant? C'est celui qui est titulaire d'au moins un baccalauréat et qui a une inscription régulière dans une université, publique ou privée. Il est régulièrement inscrit. Il est donc étudiant et est donc en droit de bénéficier notamment de cet acquis du chef de l'État, qui est gratuit, faut-il le dire. Parce que j'ai suivi ce week-end, et le week-end, hier, avant-hier également, depuis quelques jours, quelques dissonances qui vont dans tous les sens. Il y en a qui vont acheter, c'est des cas de campagne, non. Il s'agit d'un acte gratuit du chef de l'État à l'endroit de la communauté universitaire, qui est déjà arrimée ici, notamment à l'ère du numérique. Alors, vous avez 500 000 ordinateurs, mais il y a également des centres de développement. Des centres de développement numérique universitaire dans chaque université d'État. 8 centres vont être construits entièrement. Maintenant, au bas de ce module, il y a un volet de maintenance, parce que tout n'est pas d'offrir un ordinateur à un étudiant. Encore faut-il savoir l'utiliser et l'entretenir sur la durée, bien entendu. Alors, Alain Amasuka, vous qui avez longtemps flirté avec le milieu universitaire, vous connaissez très bien les étudiants et leur mode de fonctionnement. Comment pensez-vous qu'ils ont accueilli au-delà des images qu'on a pu voir? On sait que certaines institutions universitaires ont organisé des marches de soutien, notamment l'IAI Cameroun. Mais comment pensez-vous que dans leur ensemble, les étudiants accueillent cette décision du chef de l'État? Je crois qu'il faut être sincère, Lucrèce. J'ai cru lire et écouter dans certains médias des propos qui me semblent être totalement disproportionnés, c'est-à-dire complètement à côté de la réalité. Je crois que la question qu'il faut se poser concernant les étudiants, c'est de bien cerner leurs besoins dans leur quotidien. Vous savez, vous le disiez tout à l'heure, nous on a fait Boulevard Campus 7 ans, on a fait quasiment toutes les universités, tous les campus, pour comprendre les vrais problèmes des étudiants. Un étudiant, pour aller à l'école, a besoin de faire de la recherche. Et aujourd'hui, je veux dire, avec la vitesse de croisière qu'a atteint le niveau de développement numérique, c'est quasiment incontournable de pouvoir s'arrimer, n'est-ce pas, à la numérisation. J'ai même le sentiment qu'on est en train de se perdre quelque part de chemin. Quand vous allez dans notre pays, c'est une obligation. Aujourd'hui, on n'en est plus aux ordinateurs. On est à la dimension de la miniaturisation des outils électroniques, des outils numériques, des outils informatiques. J'ai envie de dire que l'étudiant au quotidien a besoin de faire des recherches. Et pour faire des recherches, vous savez très bien ce que ça constitue en termes de difficultés, en termes d'entraves, l'accès dans les, on va dire quoi, les bibliothèques, les coûts extrêmement élevés de l'achat de certains livres. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'avec un ordinateur, l'étudiant aura réglé un ensemble de problèmes précis qui constituent ses préoccupations majeures. Écoutez, un ordinateur, pour un étudiant, c'est en moyenne 400 000 francs si vous voulez aller dans les marchés locaux. Et je peux vous garantir que 400 000 francs, ce n'est pas à la portée de tous les étudiants. 400 000, c'est quand même pratiquement... Ça fait à peu près 250 milliards pour les 500 000 ordinateurs. Moi, je voudrais être un peu plus précis, encore plus proche des étudiants. 400 000, ça vous fait 2 cycles du parcours académique d'un étudiant des universités d'État, à raison de 50 000 francs l'année. Comment pensez-vous que, si on peut lui offrir un instrument qui lui permet d'améliorer la qualité de sa recherche, que cela fasse un problème? Je crois qu'il faut se poser des questions essentielles sur cette question. Vous ne comprenez pas toute la polémique qu'il y a autour de cette action. C'est un faux débat. Il ne faut pas qu'on rapporte tout dans notre société aux questions de... On va dire quoi? Aux questions politiques, des querelles stériles qui ne font pas avancer. Écoutez, on ne va pas prendre en otage tous les Camerounais sur un agenda politique qui concerne des acteurs qui très souvent sont éloignés des réalités. Vous comprenez? Les étudiants ont besoin d'aller à l'école, le pouvoir d'achat est bas, la précarité est dominante. Aller dans les campus, aller dans les secteurs environnants où vivent ces étudiants, ils ont d'autres réalités. Il ne faut pas les caporaliser dans un débat politique complètement malsain dans lequel ils n'ont pas, on va dire quoi, d'intérêt. L'étudiant a besoin d'améliorer la qualité de sa connaissance. L'ordinateur est un outil
essentiel. Maintenant, mettez l'accent sur les mesures d'accompagnement. Comme vous avez parlé de tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Emmanuel Gustave Saming, c'est un point de vue que vous partagez? Non, je ne peux pas le partager entièrement. Mais je me réjouis de l'initiative, de ce projet, parce que j'imagine que ceux qui l'ont pensé ont des bonnes raisons. Ils ont fait une étude et sa mise en œuvre ne doit que être saluée par tous les Camerounais. Maintenant, on peut s'interroger, on a le droit de s'interroger sur la fonctionnalité de ce projet-là. Par exemple, un ordinateur pour un étudiant. Et tel que j'ai compris, c'est pour les étudiants de l'année académique 2016-2017. C'est une action Ou bien c'est ponctuelle. une donnée permanente. C'est un acte ponctuel. Voilà. Qui ne concerne que l'année académique 2016-2017. Et donc, on court dans le risque de connaître, en résolvant le problème de la fracture, de la fracture numérique, de créer une fracture sociale. Et les étudiants qui vont arriver en 2017-2018, certains seront en première année, n'auront pas d'ordinateur, leurs camarades deuxième année auront un ordinateur portable. Mais c'est une bonne chose, c'est un pas en avant. Je me réjouis surtout de ce qu'on a créé 8 centres de développement numérique. Moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, en même temps, on ne va pas tout donner aux étudiants, aux apprenants. Nous avons tous... Moi, j'ai étudié entièrement au Cameroun. Je n'ai jamais étudié à l'étranger. Je pense que j'ai été bien formé. Nous, on allait à la bibliothèque de l'Université unique de Yaoundé. Il fallait s'aligner pour aller fouiller les encyclopédies, les anciens livres. Aujourd'hui, on a évolué. Il y a les centres de développement numérique. Les étudiants peuvent aussi aller dans ce centre-là, faire les mêmes recherches sur ordinateur, sur Internet. Je pense que les pouvoirs publics, tout en les félicitant pour cette avancée, pourraient revenir sur une mesure qui ne me semble pas pertinente, celle de payer les frais universitaires à 50 000 francs. Alors, je crois que serait un gros aide et serait équitable pour tout le monde, au lieu de prendre des mesures ponctuelles. Créer des centres de développement numérique, j'ai dit bravo, donner un ordinateur qui, pour beaucoup d'étudiants, sera un gadget. Je m'interroge sans... Alors, Georges Alain, Emmanuel Gustave Saming parle de la question de ces 50 000 francs qui reviennent. Est-ce que cela veut dire que les étudiants camerounais aujourd'hui ont d'autres problèmes, d'autres types de problèmes? Je pense que... et que les ordinateurs seuls ne suffisent pas à régler le problème. On ne peut pas dire que les ordinateurs ne suffisent pas. Et pour revenir à la polémique qui a cours, c'est-à-dire il y en a qui disent que c'est un don électoraliste, je pense que cela procède d'abord de la communication qui a été faite autour de cet acte. C'est un acte à la limite, je dirais, ordinaire. Mais lorsqu'on dit don présidentiel, on dit cadeau du chef de l'État. Les autres également vont penser que bon, le président se prépare pour une élection et qu'il faille faire Jean-Paul Biya va nous éclairer tout à l'heure sur la formulation. C'est un décret. Je voudrais que vous nous parliez. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de ce dont il y a d'autres problèmes que les étudiants ont et qui devraient également pouvoir trouver des solutions? Les étudiants, en réalité, n'ont que des problèmes. Il serait fastidieux de lister tous les problèmes des étudiants. Pour parler simplement de ce problème de droits universitaires, vous savez que ça a mis sur le bas-côté un certain nombre d'étudiants qui sont démunis, qui n'arrivent pas à accéder à l'enseignement supérieur. Je pense que nous sommes pratiquement une vingtaine d'années après la réforme universitaire. Il faut adresser cette problématique. Est-ce qu'il ne faut pas réduire ces frais? Est-ce qu'il ne faut pas simplement les supprimer? Je pense qu'il faut mener une réflexion sur ce plan-là. C'est d'autant plus que manifestement, nous sommes déjà au-delà même des frais lorsqu'on ajoute des frais médicaux et autres qui font débat au niveau des universités. Je pense qu'on tourne aux 53 000. Il y a eu ce débat-là avec la DEC. Le gouvernement se plaît à dire qu'il a maintenu le seuil de soutenabilité par rapport aux droits universitaires, mais ça ne suffit pas. Le débat ne se situe plus à ce niveau-là. Je pense qu'on peut revenir sur la question. Ces frais-là ont peut-être été instaurés dans un contexte particulier. Maintenant, on ne peut pas dire que le Cameroun n'a pas la possibilité et de supprimer ces frais et d'instaurer une bourse pour les étudiants, non pas simplement une prime présidentielle, parce que là également, vous voyez au niveau de la communication, on a toujours tendance à tout ramener au chef de l'État. Or, je ne suis pas sûr que le chef de l'État est forcément demandeur. Et même si par ailleurs, ce serait un don électoraliste, comme certains le disent, moi je pense que le président n'a pas besoin d'offrir 5 000 ordinateurs pour gagner une élection aujourd'hui. Parce que 500 000. 500 000 ordinateurs. Avec le système électoral actuel, le président va gagner toutes les élections. Il n'a pas besoin de 500 000 ordinateurs. Ce n'est pas ça le débat ce soir, Georges Alain. Alors, on parle de dons
ou on ne parle pas dedans? Il s'agit de quoi concrètement? Quelle est la meilleure formule? Quelle est la bonne formule pour qualifier cette action du chef de l'État? Le président, pour ceux qui ont suivi le discours du 10 février 2016, toute la nation d'ailleurs, c'est un discours qui est adressé à la nation et au monde, Urbi et Orbi. Le président s'adresse à la génération Android, qui est la nôtre, qui est la vôtre également, Lucrèce, qui est celle de Alain Amassoka ou encore Georges. Nous sommes tous des diplômés de l'ESTIC, les 5 sur le plateau d'ailleurs. C'est une heureuse coïncidence. Nous avons tous payé 50 000 francs pour une seule année académique. Ailleurs, vous payez un peu plus, on voit 500 000, 1 million, 2 voire 3 millions, 15 millions aux États-Unis. Première chose. Deuxième chose maintenant, il faut comprendre une chose. Il s'agit du programme A-National Higher Education. C'est un programme scientifique pour accompagner l'étudiant dans le cadre notamment de ses recherches scientifiques. De deux, maintenant, on a coutume de dire dans les universités de Paris 2 et même actuellement en Guayaquil, à Soa et même ailleurs au Cameroun, que l'infrastructure conditionne la superstructure. Ça, c'est de Karl Marx, repris par les universités d'État. Vous ne pouvez pas mener à bien une recherche de bon niveau sans un matériel de travail. C'est un outil de travail pour accompagner de jeunes étudiants. Et le C'est entendu, mais la question, c'est est-ce qu'on parle de don ou d'un autre? Quel est le thème exact? C'est un don spécial et ponctuel du chef d'État pour l'année académique 2016-2017 pour accompagner les 50 000 étudiants des universités publiques et privées. Il y en a 8 au plan public, près de 200 universités privées, instituts privés d'enseignement supérieur, et maintenant les universités virtuelles, le centre Inter-État Cameroun-Congo Assemblée. Donc c'est un don spécial et ponctuel du président pour l'année académique 2016-2017. Et ce don maintenant va être remis, notamment dans le cas de la rentrée académique, à savoir octobre, novembre, voire décembre. Dès que tout va être finalisé au niveau du processus, notamment de ce prêt concessionnel de 75 milliards, qui est un additif aux 102 milliards du plan d'urgence. Oui, mis en place par le chef de l'État, bien entendu. Alors, est-ce que la mesure complémentaire qui est la disponibilité de la connexion dans le campus va également suivre, notamment en ce qui concerne le Wi-Fi? Les 75 milliards, c'est tout un ensemble, c'est un vaste programme. Lucrèce Medou Djemba, c'est un vaste programme. À savoir, il n'y a pas que les 500 000 ordinateurs, il n'y a pas que les 800. Je vous ai fait comprendre que le ministère de l'Enseignement supérieur a l'expertise nationale pour accompagner toutes les institutions universitaires, publiques et privées, dans le cas de l'amélioration et la réduction de ce qu'on a coutume de dire, à savoir la réduction de la fracture et de la fracture numérique. Vous ne pouvez pas parler demain au monde sans avoir l'élément numérique aujourd'hui. Donc, il s'agit maintenant de l'évolution paradigmatique, de la dématérialisation vers la modernisation, la miniaturisation et la numérisation. Alain Amassoka, est-ce que vous pensez que ces étudiants que vous connaissez très bien, est-ce que vous pensez que les effets qu'on attend vont arriver, les effets qu'on attend de cette action-là, est-ce que ces effets-là vont arriver? Est-ce qu'on ne va pas retrouver ces ordinateurs-là dans les marchés ici et ailleurs? Oui, c'était ça le point supplémentaire de mon propos tout à l'heure. Je crois que c'est ça les questions essentielles qu'il faut se poser. Les questions de transparence, les questions de traçabilité. Parce que précisément, il faut que, n'est-ce pas, cet outil, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, si déterminant, moi je le répète encore, j'insiste là-dessus, sur la qualité de la recherche, soit effectivement l'outil qui arrive auprès du destinataire final qui est l'étudiant, pour éviter ces querelles, ces cris de frais qu'on entend de temps en temps, notamment concernant la question de la prime d'excellence académique. Très sérieusement, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que il faut éviter des débats qui ne font pas avancer les Camerounais, très sérieusement. Parce que, voyez-vous, on parle d'un discours électoraliste ou propagandiste. Je veux bien pour ceux qui ont leur opinion, mais très sérieusement, pourquoi veut-on infantiliser les étudiants camerounais? Vous parlez des questions électorales. Écoutez, il me semble que élémentairement, la question électorale appartient à l'électeur, et ça c'est dans l'isoloir. Pensez-vous bien que parce qu'un étudiant reçoit un ordinateur, fut-il octroyé, moi j'ai envie de dire par l'État du Cameroun, même si au-dessus il y a le chef de l'État, mais c'est par l'État du Cameroun. Pensez-vous que l'étudiant est tenu de voter quelqu'un, un acteur politique, parce qu'il a eu un ordinateur? Je crois que non. Écoutez, soyons très sérieux. Je suis vraiment très remonté contre cette image misérabiliste, cette image, on va dire quoi, réductrice de l'étudiant d'aujourd'hui, qui n'est pas très différent de l'étudiant d'hier, qui constitue aujourd'hui nos aînés. Les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas des gamins, ce n'est pas des enfants. Il faut arrêter d'infantiliser les étudiants. Alors la question est également de savoir, comme je vous ai dit tantôt, est-ce que ces étudiants vont faire bon usage des ordinateurs qui leur sont offerts par le président de la République? Pour ceux qui sont des étudiants sérieux et assidus, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, ce qu'il faut également poser comme question, c'est que, est-ce que dans cette masse importante d'ordinateurs, de ces outils précieux, il ne va pas y avoir le marchandage des Camerounais que l'on sait? Comment on va faire pour éviter toutes les poches
on va dire quoi, de distraction de cet outil extrêmement important. Ça, c'est les questions essentielles qu'il faut se poser. Mais sérieusement, Alain, Georges et moi, on a été à la même génération à l'ESTIC. Et il peut vous dire ici que l'une des difficultés que nous avions lorsque nous étions dans cette école, aujourd'hui heureusement améliorée, c'est que nous avions des difficultés d'accès à l'ordinateur. Pour certains d'entre nous, je peux vous garantir que même dans leur carrière, ça leur a créé quelques problèmes. Donc un étudiant sérieux, avec un instrument comme celui-là, je peux vous garantir que pour quelqu'un qui veut véritablement performer du point de vue académique, c'est une manne de ciel. On va marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Après, s'il vous permettez, un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour l'image collatérale. Et c'est avec Pierre Evembe. Pete Bacardi, Pete Evembe, c'est une affaire d'empire. Empire Compagnie, Magasco, Naminami Cyrus, Négrier, on est là pour vous et on vous collate. Amuse-toi. Tata Michel, tu peux aussi venir. Merci beaucoup, Pete. Hein? Tu veux pas placer? Oui, ça faut la prendre, non. Non, justement, on ne peut pas. Oui, c'est vrai que le collatage, tu vois, ça doit être naturel comme ça. On sait Pete qui est toujours naturel et qui fait toi naturel. Je ne suis pas maquillée, je suis... Non, le maquillage, là, ça va, c'est bon. Collate seulement, mais sinon moi je vais te collater. Ah là là, Pete Evembe me piège, il veut me collater. En tous les cas, je suis une fan du collatage. Pete, oui, tu vas me collater dimanche prochain. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu. Pardon, faut m'excuser, laisse-moi jouer ma vie, laisse-moi jouer ma vie. Demain je vais chez mon Benham et ben. Ok, c'est Michael Kessou, bah écoutez, j'ai été piégé. J'ai été collaté. Ouais, collaté. Ça te fait qu'on a d'abord été collaté par le collateur. Collaté par le collateur, ça donne un peu d'envie de cola. Tout le monde, j'ai des vacanciers et des vacancières, ils sont venus voir le collatage. Hein? C'est ça, non? Oui. Qui va être collaté ce soir? Comme vous l'avez tous vu, le collatage est devenu universel hein, avec ces jeunes-là qui viennent m'encourager. C'est touchant. Et ce qui est davantage touchant, c'est que Michel Anatole Goubet, le directeur des équipements de la CRTV, est venu lui-même me mettre la bonnette, la new look de la CRTV. Ce qui est davantage émouvant, c'est Michel Koumchouté, Tata Michel, qui est venu aussi me donner son coup de pouce. C'est bien. Pete Bacardi, entre nous les Pete Evembe, c'est mon nom de star. Hein. Pete Evembe, Pete Bacardi, Michael Kessou, c'est des jeunes graines qui montent, hein, des jeunes mots dans l'ongle. Ça me permet également de rendre un hommage mérité à la maman. Ah ça, Anne Marizier. Bonsoir, mes enfants. Oh, ça rentre pour moi. Dis-moi qu'il est limbona. Veni canto bati Anne Marizier nous a laissé un héritage très lourd, hein, mais elle nous a également laissé quelqu'un, sa danseuse. Cette femme, elle avait une touche. Hein. Jusqu'à présent, aucune femme, aucune jeune n'a su et ne peut même le faire, hein, la danse du thorax. Vous avez vu, non? C'est difficile de faire ces pas-là et justement de bouger tout le corps en même temps. Regardons encore. Et qui? Attends. C'est le ministre Grégoire Ouna. Ouais, il va faroter. Je sais comment lui, il farote souvent les gens qui dansent là. Regardez comment il farote. Est-ce que c'est comme ça qu'on farote alors? Il aurait quand même pu faroter comme le ministre de la Culture. Au lieu de venir faroter comme ça, ouais, le ministre Grégoire Ouna. Quand je vais encore le collater là, il va se fâcher, il va me menacer là dehors. Vraiment, je peux le collater, moi j'ai ces images. Hein. Je sais pas ce que je dois dire là. Il ne faut pas me collater, je saurais d'où viennent ces images là. Bon, d'accord. Je ne vous collate pas. En tout cas, pas ce dimanche.
Maintenant, j'ai un souci. Qui va remplacer Anne-Marie? Qui est le crooner, hein, qui a la plus belle voix en ce moment pour pouvoir remplacer la diva? Non, je ne veux plus les femmes, hein, parce que les femmes elles sont clignotantes comme ça. Je veux un homme là, avec une belle voix. Non, 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 pas Claude Ndam. L'autre, le prof. Oh yo. Mon Dieu. C'était l'image collatérale de Pierre Evembe. Nous allons retrouver Agnès Solange Abessolo pour les unes du lundi. Bonsoir Agnès. Bonsoir Lucrèce, bienvenue à vous, adepte de l'info croustillante. Alors, gouvernement de la BEAC, un Camerounais vice-gouverneur. C'est le titre à la une de Cameroun Tribune ce lundi 1er août 2016. Le quotidien national explique qu'en vertu du principe de rotation adopté à Bangui en 2010, le prochain gouverneur de la Banque centrale sera de nationalité tchadienne, alors que le poste de vice-gouverneur reviendra au Cameroun. Et Cameroun Tribune rappelle que ce sont là les résolutions de la 27e session de la conférence extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC tenue samedi dernier à Malabo en Guinée équatoriale. Les étudiants camerounais sont dans la joie grâce au décret présidentiel qui leur octroie 500 000 ordinateurs. La Cité revient sur le concept en titrant un étudiant, un ordinateur, 500 000 ordinateurs aux étudiants pour l'année académique. La Cité précise que le Cameroun et Exim Bank lancent le programme Un pas de plus vers le développement, tout comme le barrage en construction à Warak. Eco Matin ouvre une fenêtre sur le projet et ajoute que la Chine vient de prêter au Cameroun un peu plus de 180 milliards à cet effet. Avec The Spark, l'on spécule sur la candidature de Mme Clinton à l'élection présidentielle aux États-Unis, ce qui justifie ce titre à la une du journal de Pauline Billon. Après lui, c'est-à-dire Barack Obama, cela pourrait bien être elle, Hillary Clinton, à la présidence des États-Unis d'Amérique. Voilà, Lucrèce, pour les unes des journaux, un peu bref, ce lundi. Donc, les journaux du lundi 1er août 2016. Des journaux et bien d'autres que vous retrouverez en kiosque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange. Alors Jean-Paul Biya, juste un mot pour finir. Il y a on a mis quelques garde-fous pour éviter que le don du chef de l'État n'arrive entre les mains inexpertes ou inappropriées. Oui, sous le contrôle de M. le ministre, tout étudiant qui aura un problème d'ordinateur détourné pourra évidemment se plaindre auprès des institutions universitaires, y compris au niveau du ministre de l'enseignement supérieur, où le professeur Samuel Cohenvenu, inspecteur général des services et président de la cellule de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique, veille au grand, bien entendu. Donc on rassure tous les étudiants. Parce que j'ai entendu sur certaines radios, on disait qu'il y en a qu'on va vendre à 5 000 francs par-ci, 10 000 francs par-là. Non, tout va se passer dans la probité professionnelle qui anime notamment l'action de M. le ministre Jacques Famdongo. Alors, nous vous parlons déjà de scène de presse de dimanche prochain. Dans le viseur, le salon de l'action gouvernementale SAGO annoncé pour le mois d'août. Des institutions se préparent déjà. Le MINADER qui entend faire bonne figure lors de ce rendez-vous pour présenter au grand public la politique gouvernementale dans ce secteur crucial de notre économie. Nous en parlerons la semaine prochaine. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus au terme de cette édition de scène de presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir.